Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur la OnePlus Pad 3, sortie en 2025. On s'appuie sur une analyse technique assez détaillée. Alors sur le papier, la promesse, elle est plutôt alléchante. Des performances vraiment haut de gamme avec la puce Snapdragon 8 Elite, un design soigné, et tout ça à un prix qui est censé un peu bousculer Apple et Samsung. C'est exactement ça. Et bon, on retrouve l'attention assez classique sur les tablettes Android haut de gamme, c'est-à-dire un matériel souvent bluffant, à la pointe, mais face à un écosystème logiciel qui cherche encore un peu sa voie, surtout si on compare à iPadOS et l'optimisation des applis. Oui, le point habituel. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà de la fiche technique. Est-ce que cette puissance brute, elle sert vraiment au quotidien? Le fameux mode bureau, est-ce que c'est plus qu'un gadget? Et au final, ce rapport qualité-prix, il est vraiment si imbattable? Bon, allez, on décortique tout ça. Commençons peut-être par l'objet, le design. On a ce châssis unibody en alu, couleur Storm Blue. C'est très fin, moins de 6 mm. C'est une grande tablette par contre, 13,2 pouces pour 675 grammes. Plutôt élégant, non? Élégant, oui, mais il y a un revers. Ce fini mat, il attire les traces de doigts, c'est assez flagrant. Et plus inquiétant, d'après le rapport, l'écran, qui n'a pas de protection spécifique genre Gorilla Glass, il serait assez sensible aux rayures. Et apparemment, même l'étui clavier officiel pourrait le rayer. Ça pose question sur l'équilibre entre le look et la durabilité, quoi. Ah oui, ce point sur la durabilité avec l'étui, c'est intéressant. Mais parlons de cet écran justement. Il est grand, mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment? C'est une dalle LCD LTPS de 13,2 pouces, haute résolution, annoncée à 3,4K, ça fait du 315 ppi, surtout un taux de rafraîchissement élevé, 144 Hz adaptatif, donc très fluide, et une luminosité plutôt bonne, 900 nits sans pic. Elle gère pas mal de couleurs aussi, même si ça reste du LCD, faut le rappeler. Le détail qui change peut-être pas mal de choses, c'est son format 7.5. C'est plus carré que d'habitude. Pour la productivité, c'est un avantage, non? Plus d'espace en hauteur pour lire, écrire ou mettre deux applications. Ah oui, absolument. Pour le travail, c'est excellent. Ça donne plus d'aise. Mais c'est un choix qui implique des compromis. Comme c'est du LCD, les noirs sont moins profonds. Le contraste est moins saisissant que sur un écran LED, comme chez Samsung ou sur les iPad Pro. Et oui, pour regarder les films en 16:9, faut s'attendre à d'épaisses bandes noires, en haut et en bas. C'est clairement un choix coût versus productivité. D'accord. Passons aux performances. Là, OnePlus semble avoir mis le paquet. On trouve le Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS 4.0. Ça place la tablette tout en haut des classements Android, c'est ça, hein? Presque au niveau des puces Apple M1. Oui, la puissance brute, elle est là, il n'y a pas de doute. Et la gestion de la chaleur a l'air correcte, grâce à une chambre à vapeur. Donc, les performances restent stables même en jeu. Mais ça soulève la grande question. Est-ce que toute cette puissance est vraiment utile aujourd'hui? Vu le nombre encore un peu limité d'applications Android qui sont vraiment optimisées pour ce genre de grand écran. C'est un peu un pari sur l'avenir de l'écosystème, de la part de OnePlus. Un pari, oui. Et côté logiciel, justement, et ce mode bureau, on a Oxygenos 15 sur Android 15. C'est fluide, assez épuré. Le suivi des mises à jour annoncées est bon. 3 ans pour l'OS, 6 pour la sécurité. C'est pas mal. Oui, et la fonction qu'ils mettent en avant, c'est Open Canvas. Alors ça, c'est un système de multitâches sur l'écran de la tablette, et ça marche plutôt bien pour afficher jusqu'à 3 applis, les redimensionner. Mais soyons clairs, ce n'est pas du tout un vrai mode bureau sur un écran externe, comme le DeX de Samsung. D'ailleurs, l'analyse mentionne un mode bureau externe expérimental caché dans les options développeurs. Mais il est décrit comme très instable, buggy, quasi inutilisable en l'état. OnePlus attendrait une solution de Google, peut-être avec Android 16. C'est fort probable, oui. Et ça nous ramène au problème de fond. Tant que beaucoup d'applis Android populaires seront pas mieux adaptées au grand écran, l'expérience utilisateur restera limitée, peu importe la puissance du matériel en fait. Les accessoires, c'est souvent la clé pour transformer une tablette en outil de travail. Qu'est-ce qu'on en dit ici? Le clavier Smart Keyboard. Alors lui, il est critiqué. Touche un peu molle, trackpad trop sensible et sujet à des bugs apparemment, stabilité moyenne sur les genoux, il a une touche pour l'IA Gemini, bon. Et le stylet?
le OnePlus Stylo 2. Il est jugé correct pour prendre des notes vite fait, mais il montre ses limites pour le dessin précis. Il y a un effet d'ondulation, un wobble, sur les traits lents en diagonale. On est loin de la précision d'un Apple Pencil ou d'un S Pen. Et surtout, ces accessoires sont chers. Près de 200 € le clavier, 100 € le stylet s'ils sont pas en promo. Ça alourdit la facture et ça remet en cause l'idée de remplacer un PC à moindre coût. D'accord, bon. Et pour le multimédia, l'autonomie, tout ça? Ah, là, il y a de très bons points. Le son d'abord, 8 haut-parleurs, 4 woofers, 4 tweeters. Ça donne un son vraiment immersif, puissant, excellent pour les films, la musique. L'autonomie aussi, elle est très bonne. Grosse batterie de plus de 12 000 mAh. On parle de 16 heures, voire plus en lecture vidéo. Et la charge rapide, 80 watts super voicée, est fournie. Ce qui est bien. Connectivité, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'est moderne. Mais le port USB-C est limité à 5 gigabits par seconde. C'est du 3.2 Gen 1, pas le plus rapide. Et puis, il y a des manques, non? Oui, des choix assumés par OnePlus. Pas de lecteur d'empreintes digitales, juste la reconnaissance faciale 2D, moins sûr. Pas de port micro SD pour étendre le stockage. Pas de prise jack. Et pas d'option 5G ou LTE. Ce sont des absences qui peuvent être importantes pour certains. Si on la compare à la concurrence directe, par exemple la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. La Pad 13 est souvent moins chère, elle a une puce sans doute plus puissante que le Dimensity de Samsung et elle charge plus vite. Mais la S10 Ultra, elle a son écran OLED magnifique, le mode DeX qui est mature et éprouvé et un port micro SD. C'est des atouts. Et face à l'iPad Air 13 pouces avec la puce M3. Encore une fois, la Pad 3 gagne sur le prix. Et surtout sur la fluidité de l'écran. 144 Hz contre 60 Hz pour l'iPad Air. Ça, c'est un gros point faible de l'air souvent critiqué. Par contre, l'iPad garde l'avantage énorme de son écosystème d'applis optimisé, la puissance de la puce M3 et la qualité de l'Apple Pencil pour les créatifs. Donc la Pad 3, elle s'impose comme une championne du rapport performance-prix, oui, mais faut accepter les compromis. LCD, pas de vrai DeX, les manques matériels. Matériel, on est d'accord. La puissance est là, l'écran est grand, fluide, le son est super, l'autonomie solide. Et le prix est agressif. Tout à fait, mais les concessions, elles sont bien réelles. Et elles sont importantes. L'écran LCD face à l'OLED, l'absence d'un vrai mode bureau externe qui fonctionne bien, des accessoires qui sont perfectibles et chers, et puis toujours et encore les limites de l'écosystème logiciel Android sur tablette. Sans oublier les manques, lecteur d'empreintes, micro SD, 5G. Donc pour qui c'est un bon choix finalement? Peut-être les étudiants, les pros qui travaillent surtout sur la tablette, les joueurs Android qui veulent un max de puissance sans se ruiner, et pour le multimédia si on n'est pas obsédé par le LED. Exactement. Par contre, elle est vraiment à déconseiller si le but premier, c'est de remplacer un PC portable avec un moniteur externe. Là, le mode DeX de Samsung est bien meilleur. Ou pour les artistes, les créatifs exigeants. L'iPad et le Pencil restent quand même la référence dans ce domaine. Ce qui nous amène à une question de fond, peut-être pour conclure. Quand on voit un matériel aussi puissant qui semble parfois dépasser ce que le logiciel peut vraiment en faire, est-ce qu'on n'atteint pas les limites de cette course aux specs sur les tablettes Android? Est-ce que l'expérience utilisateur progresse au même rythme ou est-ce qu'on attend juste, un peu désespérément, que l'écosystème applicatif se mette enfin au niveau? Voilà de quoi réfléchir.